Chapitre 4 de géographie, l'alimentation dans le monde. Tu peux zoomer sur le premier titre que tu vas noter et ensuite tu changeras de vignette pour noter la problématique. Problématique, notée en rouge dans ton cahier, comment nourrir durablement une humanité en croissance. Change de vignette pour arriver vers l'introduction dont tu n'es pas obligé de noter le titre. Cette introduction porte sur des photos tirées d'un livre du photographe américain Peter Menzel qui s'intitule Hungry Planet, What the World Eats. Si on traduit, La planète affamée, ce que mange le monde. Ces différentes photos te montrent en réalité différentes façons de manger. En changeant de vignette, tu arrives sur le titre de l'introduction, puis sur une première photographie qui te montre donc une famille américaine. Aux États-Unis, en l'occurrence, une famille de 4 personnes, donc des parents et 2 adolescents, étale toute la nourriture, donc les boissons, qui sont consommées pendant une semaine. Pour nourrir 4 personnes, ils ont un budget de 260 euros. Leurs plats favoris sont les spaghettis, les pommes de terre et le poulet au sésame. Change de vignette, voici une famille italienne. Là, on a 5 personnes, un couple avec 3 enfants. Le budget nourriture pour une semaine est lui de 214,36 euros. Les plats favoris sont les poissons frais et panés, les pâtes et les hot dogs. Change de vignette, tu arrives cette fois devant une famille mexicaine avec à nouveau 5 personnes, un couple et 3 enfants. Le budget pour une semaine de nourriture s'établit là à 143 euros avec des plats favoris qui sont la pizza, le crabe, les pâtes et le poulet. La vignette suivante te montre une famille allemande. Le budget est là beaucoup plus élevé. On est passé à 375,39 euros pour nourrir donc 4 personnes, un couple et 2 enfants. Les plats favoris sont les pommes de terre aux oignons, le bacon et le hareng, qui est un poisson, les nouilles aux œufs et au fromage, les pizzas et le pudding vanille. Quand tu changes de vignette, tu arrives sur quelque chose d'un peu différent. Tu vas quitter les pays développés ou émergents pour arriver sur des familles qui vivent dans un dénuement le plus total au Tchad. Il s'agit d'une famille de réfugiés. Leur budget pour une semaine, c'est 90 centimes d'euros pour nourrir 6 personnes. Le plat typique qu'ils mangent, c'est de la soupe avec de la viande de mouton. Et tu peux le voir devant eux, donc des fèves, des légumineuses, du riz avec de l'huile et quelques rares légumes. La photo suivante te montre une situation un peu meilleure, on est toujours sur le continent africain, où là tu as une famille de 15 personnes au Mali, il faut 20 euros pour la nourrir pour la semaine. Les plats typiques sont à base de riz, ce sont les grands sacs blancs que tu vois donc plutôt à droite donc des victuailles déposées devant eux. La dernière photo, enfin, te montre l'alimentation dans un tout petit pays d'Asie qui s'appelle le Bhoutan, où le budget pour une semaine pour nourrir 13 personnes avoisine les 3,80 €. Les plats typiques, ce sont des champignons, des fromages et de la viande de porc. Avant de passer à la vignette suivante, tu peux repasser l'ensemble de ces images pour regarder plus en détail, donc justement, la nourriture qui est consommée de par le monde. Tu t'aperçois ainsi que par exemple aux États-Unis, en Italie, au Mexique ou encore en Allemagne, les sodas, les alcools, les boissons transformées sont très consommés. De la même façon, tu te rends compte que au Mexique, en Italie ou en Allemagne, on consomme beaucoup plus de légumes et de fruits frais que c'est le cas par exemple aux États-Unis où il y a énormément de produits transformés. Tu peux être surpris aussi par le fait que les Mexicains, la famille mexicaine, consomment une très très grande quantité, par exemple, de boissons sucrées, en l'occurrence du Coca-Cola que tu vois apparaître sur la table au fond, quand la famille allemande, mais là aussi on est dans le domaine culturel, consomme par exemple beaucoup de boissons alcoolisées, en l'occurrence de la bière. De l'autre côté, au Tchad, l'eau, tu le vois, apparaît derrière la dame qui est à gauche de l'image dans des bidons qui correspondent certainement à des points d'eau qui sont dans le camp de réfugiés. L'eau et la boisson n'apparaissent d'ailleurs pas sur la photo qui concerne le Mali, et pour le Bhoutan, elle n'apparaît pas non plus, et ce qu'on voit apparaître, ce sont essentiellement, effectivement, des fruits et des légumes frais. Tu vas justement t'intéresser dans le cadre de ce chapitre à l'alimentation donc et à sa gestion, notamment sur le plan agricole au niveau mondial. Et pour travailler, tu vas pouvoir changer de vignette. Tu vas commencer par t'intéresser à la question d'un pays d'Asie qui s'appelle le Vietnam. En changeant de vignette, tu arrives donc sur la vue d'ensemble du début du grand 1. Tu peux zoomer pour le titre que tu notes en rouge dans ton cahier. Grand 1, étude de cas, nourrir la population au Vietnam. Change de vignette pour arriver vers le grand A. Grand A, le Vietnam, un pays dont la population grandit. Avant de changer de vignette, je t'explique comment tu vas procéder.
Tu vas travailler, dans le cadre de ce chapitre, sur une étude de cas qui est en deux parties. La première partie de l'étude de cas est donc sur le grand A, c'est donc le Vietnam, un pays dont la population grandit, dont tu viens de noter le titre, et la deuxième partie portera sur le grand B. En changeant de vignette, tu arrives donc sur la fiche de cette étude de cas. Étude de cas nourrir la population au Vietnam, partie 1, le Vietnam, pays agricole. Tu as donc 4 documents, 2 graphiques, un schéma et une photographie. Tu dois répondre aux 4 questions. Prends ton temps pour le faire, coupe le son de l'explication. Quand tu le remettras, tu seras arrivé sur la correction de ces questions. 4 questions t'étaient donc posées sur l'agriculture vietnamienne. Tout d'abord, première question, document 1, quelle évolution connaît la population vietnamienne? Eh bien, la population vietnamienne est une population qui augmente. On est passé de 78 millions d'habitants en 1998 à 95,5 millions d'habitants 20 ans plus tard, en 2018. L'augmentation est donc importante. Deuxième question, document 2, où vit majoritairement la population? La population vietnamienne est encore une population majoritairement rurale, puisque 64,10% des habitants du Vietnam vivent dans les campagnes. Troisième question, document 3. Que cultivent ou élèvent les agriculteurs? Les agriculteurs vietnamiens cultivent essentiellement du riz, c'est une culture très traditionnelle, mais ils ont aussi, sous l'influence du gouvernement depuis 1999, diversifié leur production pour, par exemple, planter des arbres fruitiers dans des jardins, mais aussi faire de l'élevage d'animaux fermiers, comme par exemple les porcs, qui sont très consommés en Asie. De la même façon, le Vietnam a développé à très grande échelle l'aquaculture, c'est-à-dire la culture donc agricole des poissons. Les poissons sont élevés dans des bassins et ils sont essentiellement vendus donc dans les autres pays du monde, sachant que, c'est ce que te montrait le schéma 3, la multiplication de ces cultures, en fait, permet de nourrir, chacune nourrit l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, les étangs à poissons donc, sont alimentés par les excréments des porcs, la vase et l'eau de ces étangs peut permettre donc justement d'apporter de l'engrais pour les jardins, même chose pour les rizières. Donc tu as un cycle qui a été encouragé par le gouvernement. Enfin, quatrième question, document 4, l'agriculture vietnamienne est-elle moderne? Et qu'est-ce qui te le montre? Donc ce document 4, effectivement, sur cette photo, te montrait que l'agriculture vietnamienne est une agriculture qui reste très traditionnelle, et en l'occurrence, le tracteur sur lequel cet homme travaille dans la rizière est un tracteur assez ancien, donc on reste dans un modèle d'agriculture qui est très traditionnel. Les gens d'ailleurs travaillent encore, tu le vois, à la main. Tu peux changer de vignette pour noter la trace écrite corrective de cette étude de cas. Le Vietnam est un pays d'Asie de l'Est. Sa population augmente vite et compte aujourd'hui près de 100 millions d'habitants. La population est majoritairement rurale, à 64%, et travaille dans des exploitations agricoles familiales traditionnelles. La diversification des productions a été encouragée par l'État pour éviter la dépendance au riz. Tu peux changer de vignette pour arriver sur le titre du Grand B, que tu peux noter. Grand B, les défis de l'agriculture vietnamienne. Tu arrives à la deuxième partie d'étude de cas, tu vas donc pouvoir changer de vignette et arriver donc sur la feuille de la deuxième partie. De la même façon que pour la première question, pour la première fiche, pardon, tu as des questions auxquelles tu vas devoir répondre. Tu vas donc couper le son pour pouvoir répondre à ces questions. Quand tu le remettras, ce sera la correction. Tu avais donc 6 questions dans cette deuxième partie de l'étude de cas. La première était la suivante. Question 1, document 1. La sous-alimentation connaît-elle une amélioration? Eh bien oui, la sous-alimentation a connu un recul très important en moins de 20 ans. On a perdu 10 millions de personnes sous-alimentées au Vietnam, passant de 19,5 millions à 8,8 millions. La situation donc de l'alimentation au Vietnam s'est considérablement améliorée, notamment du fait du travail fourni par le gouvernement pour la diversification de la production agricole. Question numéro 2, documents 2, 3 et 4. Quelles productions agricoles sont principalement destinées à l'exportation? Il y a essentiellement deux productions agricoles
qui sont dédiés à l'exportation. C'est la production de riz, ce que les Vietnamiens appellent le paddy ou riz brut, c'est-à-dire le riz non transformé, et les produits aquatiques, en l'occurrence donc les poissons, et principalement un poisson qui s'appelle le panga, dont le Vietnam est le premier producteur au monde. C'est un poisson qui est exporté en particulier vers les marchés européens et du Moyen-Orient. Question numéro 3, document 4. En utilisant des chiffres du document, montre que la région du delta du Mékong est très importante dans l'agriculture vietnamienne. Ce document 4, effectivement, te montre que la partie sud du Vietnam concentre une grande partie, donc, de la production agricole vietnamienne. 40% du PIB agricole, ça veut dire 40% de la richesse produite par l'agriculture, provient de cette région. 50% de la production de riz vietnamienne se trouve ici et 90% du riz qui est produit dans le delta du Mékong est exporté. De la même façon, 70% de la production de produits aquatiques du delta est exportée également. Quatrième question, document 3. À quoi le Vietnam est-il très exposé ? Le Vietnam est très exposé aux conséquences du réchauffement climatique, c'est ce que te montre le document numéro 3. Et justement, la question 5, qui porte toujours sur le document 3, te demandait quelles sont les 3 plus grandes préoccupations des habitants pour l'agriculture. Eh bien, la réponse est en lien avec les conséquences du réchauffement climatique. Tu as 3 éléments qui sont très importants, qui concernent la sécheresse, la salinité du sol et de l'eau, ça veut dire la présence de sel dans le sol et dans l'eau, et aussi la hausse du niveau de la mer. Ce sont aujourd'hui les 3 plus grandes préoccupations des habitants. Cela signifie concrètement qu'il y a de moins en moins de pluie. Or, pour l'agriculture, notamment risicole, c'est extrêmement important puisqu'il s'agit d'une agriculture inondée. La salinité du sol et de l'eau, elle est aussi liée bien sûr à la question de la hausse du niveau de la mer. Il y a de plus en plus de phénomènes climatiques extrêmes, notamment des tempêtes ou des cyclones, qui provoquent des inondations et l'eau de mer, en fait, rentre dans les terres, laissant, bien évidemment en se retirant, une pellicule de sel qui pose de gros problèmes pour l'agriculture. On ne peut pas faire pousser, donc, par exemple, du riz dans une terre qui a été, on peut dire, salée. Enfin, question 6, document 2. Quels problèmes sont posés par la culture intensive du riz ? La culture intensive du riz, elle peut avoir un avantage, c'est qu'elle permet de faire plusieurs récoltes par an et donc de nourrir beaucoup plus de personnes. Par exemple, depuis 1970, les rendements de riz ont été quadruplés au Vietnam, ce qui est considérable et ce qui permet, encore une fois, de nourrir beaucoup de gens. Mais le problème, c'est que cette utilisation donc de variétés de riz à haut rendement, ça se fait au prix donc d'une utilisation très importante d'eau, et donc ça consomme beaucoup d'eau, c'est en plus néfaste pour les sols, et en plus, vous avez, pour faire pousser donc ces 3 récoltes annuelles, une utilisation extrêmement massive de pesticides et d'engrais qui forcément sont des vecteurs de pollution. Tu peux passer à la vignette suivante pour noter la trace écrite corrective. L'agriculture vietnamienne est capable de nourrir la population. La sous-alimentation est en recul et une partie des productions se tourne vers l'exportation. C'est le cas du riz ou du poivre et de la plus grande part de l'aquaculture, les poissons d'élevage. La région du delta du Mékong, au sud du pays, représente près de 40% de la richesse agricole du Vietnam. Tu vas changer de vignette pour noter la suite de la correction. Mais le pays est particulièrement soumis aux conséquences du réchauffement climatique. Les productions agricoles, et donc la sécurité alimentaire des populations, sont mises à mal par les sécheresses récurrentes et la salinité importante de l'eau et des sols. Ces taux de sel sont liés à l'intrusion d'eau marine de plus en plus importante dans le delta du Mékong. La culture intensive du riz appauvrit également les sols. Une fois que tu as noté cela, tu peux changer de vignette pour arriver à la vue globale du grand 2. En changeant à nouveau de vignette, tu as le zoom sur le titre que tu peux noter en rouge dans ton cahier. Grand 2, agriculture et alimentation à la surface de la Terre. Grand A, l'agriculture dans le monde, c'est la vignette suivante, tu notes le titre. Change de vignette pour arriver sur une carte. Cette carte te montre les différents types d'agriculture que tu rencontres dans le monde. Cette carte a choisi de diviser en gros l'agriculture en 2 types, l'agriculture commerciale et l'agriculture paysanne.
La première, c'est une agriculture qui fait que ce qui est produit est destiné essentiellement à la vente, quand la deuxième, dite agriculture paysanne ou familiale, est une agriculture qui sert essentiellement à nourrir donc ceux qui la font. Tu peux voir en regardant ces cartes que l'agriculture commerciale est une agriculture que l'on retrouve essentiellement en Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier, et aussi beaucoup en Europe de l'Ouest. Ainsi, une grande partie donc du territoire de l'Europe de l'Ouest, toute la France, l'Angleterre, l'Espagne, etc., sont donc liés à cette agriculture commerciale. L'agriculture paysanne, elle, concerne donc essentiellement l'Asie et bien évidemment la quasi-totalité du continent africain. Donc, tu peux changer de vignette pour noter cette trace écrite. La production de produits agricoles peut être destinée à la vente, on parle d'agriculture commerciale, mais elle peut aussi être plus simplement destinée à la consommation familiale, les surplus étant vendus, on parle d'agriculture paysanne ou vivrière. Change de vignette pour revenir sur la carte. Tu vas reprendre des éléments que nous avons déjà donnés. Tu l'as vu, l'agriculture commerciale, elle se trouve essentiellement dans les pays développés, quand l'agriculture paysanne, elle, se trouve plutôt dans les pays qu'on appelle émergents ou les pays en développement. Mais agriculture paysanne ne veut pas dire que tu as une agriculture qui fonctionne mal. Tu as des régions du monde, comme par exemple des régions d'Asie, dans lesquelles l'agriculture vivrière peut avoir un rendement très fort. Cela signifie, c'est dans les zones en vert foncé sur la carte, qu'on peut produire énormément de production agricole et que cette production agricole peut aussi tout à fait être vendue, elle ne sert pas uniquement à l'alimentation des hommes. Si tu regardes bien, dans certaines régions d'Asie, comme le delta du Mékong qu'on a évoqué, cette production, en fait, elle est une production essentiellement rizicole, elle sert à nourrir les personnes, mais pas uniquement. Change de vignette pour noter la trace écrite suivante. L'agriculture commerciale est essentiellement le fait des pays développés, quand l'agriculture paysanne se retrouve dans les pays émergents ou les pays en développement. Dans certaines régions d'Asie, comme le delta du Mékong, cette agriculture paysanne produit beaucoup, les rendements sont élevés. Tu changes de vignette pour arriver sur le titre du grand B que tu peux noter. Grand B, les problèmes d'alimentation. Change de vignette pour arriver à une carte qui te propose justement de t'intéresser à la question de l'alimentation et la question justement de l'apport calorique. Quand on parle d'alimentation, on estime effectivement en nombre de calories. Il faut avoir une consommation de calories par jour pour pouvoir dire qu'on a une alimentation qui est suffisante ou qui, au contraire, ne l'est pas. Tu te rends compte que l'alimentation dans les pays qui sont en vert sur la carte est une alimentation très riche. C'est le cas par exemple de la France, mais aussi de la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, c'est-à-dire une alimentation supérieure à 3000 calories par jour. Mais tu as d'autres pays du monde, par exemple les pays d'Asie, dans lesquels tu as une alimentation qui est juste suffisante, c'est-à-dire qu'elle est entre 1700 kilocalories et 3000 calories. À l'opposé, tu as certains pays, en particulier en Afrique, mais aussi une majorité des pays du sous-continent indien, où l'alimentation est insuffisante et où elle est inférieure à 1700 calories par jour. Tu peux changer de vignette pour noter la trace écrite. La consommation alimentaire mondiale peut se mesurer par l'apport calorique quotidien. Ainsi, l'alimentation est insuffisante en dessous de 1700 calories par jour, l'essentiel des continents africains et asiatiques. Elle est très riche au-dessus de 3000, ce sont les pays développés. En changeant de vignette, tu reviens sur la carte. Tu l'as peut-être repéré tout à l'heure, la carte ne te parle pas que de la consommation de calories. Elle évoque aussi un autre problème. C'est la question de l'obésité. Les pays sur lesquels tu peux voir apparaître un petit triangle rouge sont des pays sur lesquels, effectivement, tu as des problèmes d'obésité. C'est-à-dire que 25% de la population de ces pays est obèse. L'obésité, c'est une maladie qui n'est pas liée forcément au fait de trop manger, elle est liée essentiellement au fait de mal manger. Il faut comprendre que l'obésité n'est pas quelque chose qui est lié à la quantité de nourriture qu'on ingère, c'est plus lié à la qualité de la nourriture. Par exemple, en Amérique du Nord, où la population ingère une nourriture qui est essentiellement une nourriture transformée, la nourriture est de mauvaise qualité, comme les gens se nourrissent quand même de façon tout à fait suffisante, et bien très souvent cela provoque cette maladie. C'est le cas dans d'autres pays, par exemple en Égypte ou même en Turquie, c'est le cas également aussi en Océanie. En Amérique du Nord, et c'est le cas des États-Unis, on estime aujourd'hui que 40% de la population adulte est obèse, ce qui est absolument considérable.
Au-delà de ça, tu as aussi la question, bien évidemment, de l'insécurité alimentaire qui se pose. Tu as pu voir concernant le Vietnam que l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire la sous-alimentation, était en recul. Aujourd'hui encore, tu as de nombreuses personnes qui sont concernées par l'insécurité alimentaire. En changeant de vignette, tu arrives sur un document qui ressemble à une frise chronologique et qui concerne justement l'insécurité alimentaire fondée sur une échelle qui est utilisée par la FAO. La FAO, c'est une organisation qui dépend de l'Organisation des Nations Unies, qui signifie Food and Agricultural Organization, et qui justement peut gérer certains problèmes et peut utiliser certaines mesures concernant l'alimentation au niveau mondial. Cette frise chronologique te montre qu'il y a différentes échelles dans l'insécurité alimentaire. Tu as une insécurité alimentaire légère, où il y a une incertitude concernant la capacité à se procurer des aliments. Tu as un palier supplémentaire qui est franchi lorsque l'on fait des compromis sur la qualité et sur la diversité des aliments consommés. On arrive encore à un autre stade quand les quantités sont réduites et que des repas sont sautés. Et puis, on est dans une situation d'insécurité alimentaire grave quand il n'y a pas d'aliments pour un jour ou plus. Cette insécurité alimentaire, aujourd'hui, on considère qu'elle concerne directement 820 millions de personnes dans le monde. Change de vignette pour arriver à la trace écrite. Quand l'alimentation est insuffisante, on parle de sous-alimentation. 820 millions de personnes sont concernées dans le monde. Si la nourriture est de qualité médiocre, c'est l'expression malnutrition qui est employée. À l'opposé, une alimentation trop riche ou de mauvaise qualité peut générer des problèmes d'obésité. Dans les pays développés, elle dépasse parfois 25% de la population. Aux États-Unis, 40% de la population adulte est obèse. Tu vas pouvoir changer de vignette pour arriver sur la vue d'ensemble du grand 3, qui est la dernière partie du cours. Zoom pour arriver sur le titre que tu notes dans ton cahier. Grand 3, les enjeux d'une agriculture durable. Change de vignette pour aller sur le titre du grand A qui s'intitule l'agriculture familiale. En changeant de vignette, tu vas arriver sur une infographie qui a été faite par l'Agence française du développement. Il s'agit d'un organisme qui dépend de l'État et qui a pu accompagner donc des projets de développement agricole dans des pays en développement. Ce document te permet de voir comment une agence d'un pays développé entend accompagner et encourager le développement de l'agriculture familiale. Mais avant cela, tu vas t'intéresser au bas du document et notamment à ce qui est écrit en orange. Le document te dit qu'en 2014, finalement, l'agriculture familiale, c'est le premier employeur mondial, et que finalement, près d'un humain actif sur deux, 40% de la population active mondiale, c'est considérable, travaille aujourd'hui dans l'économie familiale, et 80% de la production agricole mondiale dépend de cette agriculture-là. C'est donc quelque chose de très important, tu vas le noter tout de suite, change de vignette pour la trace écrite qui vient. L'agriculture paysanne ou familiale représente aujourd'hui près de 80% de la production agricole mondiale et c'est l'activité de 40% de la population active mondiale. Ce document te permet aussi, tu es revenu dessus en changeant de vignette, ce document te permet aussi de voir qu'il y a de nombreux défis qui sont liés à cette agriculture familiale. Par exemple, il est important, et c'est ce que veut faire l'Agence française de développement, de former les agriculteurs, en particulier les jeunes. Il faut aussi pouvoir relier les exploitations au marché. C'est-à-dire que si une exploitation produit plus que ce qui est nécessaire pour vivre, il est bien évidemment intéressant pour les agriculteurs de pouvoir vendre ces surplus agricoles. La question de la préservation, justement, de l'environnement aussi par cette agriculture est importante. Il faut financer ces exploitations agricoles familiales, et c'est quelque chose qui est toujours très compliqué à faire, notamment dans les pays en développement. Change de vignette pour noter cette trace écrite. Les défis qui la concernent sont nombreux. Les questions liées à l'environnement se posent de plus en plus, mais il faut aussi former les agriculteurs et relier les exploitations au marché. Il faut aussi financer les exploitations familiales et surtout garantir l'accès à des terres cultivables. Alors ce que tu viens de voir là, qui concerne l'activité donc de l'agriculture familiale, concerne essentiellement les pays dits en développement. De l'autre côté, dans les pays développés, où la question de l'agriculture très intensive, d'une agriculture commerciale est très importante, tu as aujourd'hui d'autres dynamiques qui sont à l'œuvre. Tu vas pouvoir changer de vignette pour noter le titre de la dernière partie du cours, c'est un grand B, qui s'intitule L'agriculture bio et les labels de qualité.
Cette agriculture, c'est une agriculture qui cherche à développer des produits de qualité, et c'est ce que cherchent à faire des pays développés comme par exemple la France. Tu peux changer de vignette pour arriver vers un document, qui est un document officiel du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui te montre justement les labels, les signes officiels de la qualité et de l'origine qui ont été définis pour les produits agricoles en France. Ces labels, tu les as peut-être déjà vus sur des produits que tes parents ou toi tu achètes en supermarché. Ils sont des garanties de plusieurs choses. D'abord, des garanties d'origine des produits, pour dire que ces produits, par exemple, ont été produits donc dans certaines régions agricoles particulières. Tu as aussi, c'est le cas du label rouge, une garantie de qualité du produit agricole. Tu as aussi des garanties liées aux recettes traditionnelles ou au caractère biologique ou de respect du bien-être animal, donc de la viande ou des légumes que tu vas consommer. Ces produits sont de plus en plus importants et les consommateurs sont de plus en plus attentifs justement à ce qu'ils soient mis en avant sur les produits qu'ils achètent. On est dans une logique finalement de mieux manger. Tu peux changer de vignette pour noter donc la trace écrite suivante. Dans les pays développés, comme la France, qui connaissent une alimentation riche, voire très riche, l'agriculture cherche à développer des labels garantissant la qualité des produits pour les consommateurs. La démarche est encadrée par l'État et concerne aujourd'hui plus de 1000 produits. Change de vignette pour arriver justement à la deuxième facette de ces labels de qualité. C'est tout ce qui concerne, eh bien, cette fois, les labels d'agriculture biologique respectueuse de l'environnement, mais pas uniquement. Tu te rends compte, en regardant donc les différents logos que tu peux voir apparaître, il y en a 7, que plusieurs concernent directement donc la question d'une agriculture biologique ou biodynamique. C'est le cas des logos que tu trouves sur le haut. Les logos du bas, Nature et Progrès, Ensemble, Biopartenaire ou Fairtrade Max Havelaar, sont là des logos qui concernent également des productions respectueuses de l'environnement, mais des productions qui sont aussi respectueuses du producteur. En l'occurrence, une partie des produits que nous consommons aujourd'hui ne permettent pas directement au producteur de vivre de son travail. Tu as donc des labels qui de plus en plus cherchent à faire en sorte que le revenu des agriculteurs soit un revenu garanti. Ça nécessite forcément de payer des produits un peu plus chers, mais cela permet notamment dans les pays en développement aux agriculteurs qui produisent des choses comme des fruits, comme du café également, de pouvoir vivre dignement de leur travail. Tu peux changer de vignette pour noter la dernière partie du cours, qui est la suivante. En lien avec ces labels de qualité, d'autres certifications concernent l'agriculture biologique. En France, il existe une certification nationale et européenne, mais certains acteurs associatifs la trouvent insuffisante et ont créé d'autres labels. Par ailleurs, il existe aussi des certifications liées au caractère équitable des produits. Cela signifie que la production respecte l'environnement, mais surtout qu'elle permet aux producteurs de vivre décemment. C'est la fin de ce chapitre.